Yaurana Kotaunui, l'argent est partout dans notre quotidien, mais si je vous demande comment ça fonctionne, est-ce que vous réussiriez objectivement à m'expliquer tout sans sourciller? En vérité, l'argent et son fonctionnement réel restent souvent un peu flou, parfois même anxiogène quand on ne sait pas. Entre frais bancaires, crédit, épargne, rôle des institutions, des banques, il y a beaucoup d'idées reçues qu'il est temps d'éclaircir. On voit ça aujourd'hui avec Thierry Beltrand, qui est directeur de l'IOM Polynésie française Yarana, Yoranari. et Patrick Rivière, directeur général délégué de la Banque de Tahiti Yarana. Yarana. Banque, comment fonctionne vraiment l'argent? C'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Info Service. En ce moment même, dans votre poche, dans votre sac, dans votre voiture, vous avez certainement un portefeuille, un porte-monnaie, de la monnaie en elle-même ou encore des cartes bancaires. On le sait tous, l'argent nous permet de payer un objet, un service, mais est-ce que vous connaissez réellement le fonctionnement de l'argent? Connaissez-vous les règles qui régissent la monnaie? Heureusement que nous sommes bien accompagnés aujourd'hui et on commence avec toi, Thierry. L'IEOM, l'Institut d'émission d'Outre-mer et la Banque centrale des collectivités françaises du Pacifique. En résumé, vous gérez les règles liées à l'argent en Polynésie française? Alors, l'IOM, c'est une banque un peu particulière puisque c'est ce qu'on appelle une banque centrale. C'est un peu la banque des banques. Et notre rôle principal, enfin, nous avons plusieurs rôles, mais un des rôles principaux, c'est d'émettre de la monnaie, donc de diffuser, de mettre en circulation. Alors ici, c'est du franc Pacifique, que tout le monde, bien sûr, manipule au quotidien, donc des billets et des pièces en franc Pacifique. Mais nous avons aussi un autre rôle important, qui est ce qu'on appelle définir la politique monétaire. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est parfois un peu compliqué, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que nous définissons les taux d'intérêt qui vont permettre ensuite de définir les taux d'intérêt qui vont être appliqués aux clients. Donc, nous avons un rôle, effectivement, nous prêtons aux banques, nous ne prêtons pas aux entreprises, nous ne prêtons pas aux particuliers. En revanche, nous prêtons aux banques pour qu'elles-mêmes puissent prêter à leurs clients et avec un taux d'intérêt que nous définissons. Donc, quand nous baissons nos taux d'intérêt, ce qui s'est fait depuis 2 ans aujourd'hui, nous avons baissé plusieurs fois nos taux d'intérêt, eh bien, ça s'applique aux clients. Tu as bien résumé, j'aime beaucoup ce résumé, la banque des banques. Mais dans ce cas-là, Patrick, question pertinente, du coup, à quoi sert une banque pour les particuliers cette fois-ci? Moi, je pense que une banque, ça accompagne ses clients. Donc, ça accompagne ses clients dans la gestion du quotidien. Et puis, surtout, une banque, elle est là pour accompagner les projets de nos clients. Donc, les projets de nos clients, c'est le particulier, quand tu achètes une maison, quand tu achètes ta voiture. Les projets de nos clients, c'est les entreprises, les commerçants. Qui veulent investir. Et donc, en fait, l'objet d'une banque, c'est d'accompagner le développement du territoire. D'accord, donc c'est pas, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, c'est pas juste une forme de tirelire numérique au service du public ou des entreprises. C'est vraiment, vous êtes vraiment là pour accompagner tout un chacun. Oui, et il y a une dimension très importante, c'est le conseil. Le conseil à nos clients. Toutes les banques fonctionnent donc sur les mêmes grands principes, même si, bien sûr, les offres diffèrent, c'est ça? Les offres diffèrent, mais je pense que toutes les banques ne sont pas les mêmes. Il y a des banques en ligne, on en parle beaucoup. Il y a des établissements spécialisés, des établissements de paiement. Je pense à NewPay, par exemple. Il y a des établissements de financement. On pense par exemple à BPCE Lease sur le territoire, quand je peux acheter ma voiture sur la base d'un loyer. Et puis, il y a les banques, je dirais, traditionnelles. Et moi, j'insiste évidemment sur les banques traditionnelles. À Tahiti et en Polynésie, il y en a 3. La Banque de Polynésie, Socredo, la Banque de Tahiti. Et je pense que leur particularité, c'est d'être en proximité avec leurs clients. Nous, on est installés à Tahiti, on est installé dans les îles, on est avec nos clients pour les accompagner, pour les conseiller. Il y a quelque chose qui est intéressant que tu nous as dit tout à l'heure, Thierry, c'est que ici en Polynésie française, il y a le franc Pacifique. En France, il y a l'euro, par exemple. Est-ce que ça apporte des spécificités liées à la Polynésie et à cette monnaie, à cette devise? Oui, alors c'est une spécificité. En fait, il faut se dire qu'on a quasiment l'euro. Parce qu'en fait, le franc Pacifique, il est relié à l'euro. Il a même parité qui n'a pas bougé depuis très, très, très longtemps. Donc, en fait, on a l'euro avec un intérêt particulier, le fait d'avoir le franc Pacifique. Ça nous permet justement d'avoir une politique monétaire qui nous est propre. Si on avait l'euro,
eh bien, on serait tenu aux mêmes obligations qu'en France, en Europe, etc. On ne pourrait pas définir de politique, donc prêter aux banques comme on le fait, définir nos taux d'intérêt. L'avantage d'avoir cette monnaie ici, c'est qu'effectivement, on est libre de faire ce que l'on veut avec notre monnaie. Une question qui revient souvent de la part des particuliers quand on parle d'argent, de l'argent que l'on met, que l'on dépose dans une banque, par exemple, Patrick, c'est utilisé de quelle manière finalement? En fait, c'est le cœur d'une banque. Le cœur d'une banque, c'est de recevoir les dépôts de ses clients. Donc, quand tu déposes de l'argent sur ton compte. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Eh bien, on va prêter à d'autres clients. C'est la transformation, c'est-à-dire que l'argent qu'on collecte ou l'argent qu'on emprunte à l'IOM, eh bien, ça nous sert à financer les projets de nos clients, donc du crédit immobilier, du crédit à la consommation, du crédit pour les entreprises. Une chose qui est importante à souligner, c'est que toutes ces choses que vous faites donc avec l'argent, ça justifie, ça explique les différents frais bancaires qu'il peut y avoir. Je pense que les frais, il faut en parler très simplement. Les frais, ça paye un service. Je vais te prendre l'exemple d'un paiement. Quand tu payes avec ta carte bancaire, eh bien, il faut savoir que sur le territoire, ailleurs dans le monde, il y a plein de gens qui vont travailler pour, d'une part, rendre possible le paiement et puis sécuriser ton paiement. C'est-à-dire que, et là c'est un point très important, c'est-à-dire que quand tu as une carte d'une banque, tu as confiance, tu sais que ton paiement il va être réalisé, le commerçant à qui tu payes quelque chose, il sait qu'il va être payé. Voilà. Donc, ça veut dire que derrière, il y a des services, il y a de nombreux collaborateurs. Au niveau de nos 3 banques, c'est plus de 1000 collaborateurs qui travaillent au service de nos clients. Donc, les frais, ça sert aussi à payer nos collaborateurs. C'est vrai, en tant que particulier, on est les premiers à rouspéter, soyons honnêtes, mais il ne faut pas oublier que ces frais sont nécessaires, Thierry, au fonctionnement du système bancaire en lui-même. Tout à fait. C'est quelque chose d'important pour que la banque puisse effectivement payer son personnel, payer ses frais. Ce que je voulais dire également, c'est que nous avons aussi une obligation tous les 3 ans de négocier un accord avec les banques pour justement modérer ces tarifs bancaires. Donc, soyez certains en tout cas que nous veillons à ce que ces tarifs bancaires soient raisonnables. Et nous essayons de les faire baisser ou de les contrôler. Et demain même, il se trouve que demain, nous aurons une réunion sous l'égide du haut-commissaire avec les banquiers et l'IOM, où nous allons justement, pour les 3 années à venir, voir un petit peu comment on peut essayer d'aménager certains tarifs bancaires. Et c'est ce que nous faisons tous les 3 ans. J'aime bien parce que tu as utilisé le terme obligation. Est-ce qu'il y a des obligations liées à l'argent elle-même, que ce soit de votre part l'IOM ou même de la part des banques? Bien sûr. Il faut savoir que en Polynésie française, les banques sont soumises aux mêmes règles qu'en métropole. Donc, elles sont très strictes. Et qui est chargé de veiller à cette bonne application des règles? C'est l'IOM. À travers l'IOM, c'est aussi d'autres organismes en métropole, mais enfin, c'est nous qui le faisons. Donc, c'est extrêmement contrôlé. Alors, il y a toutes les règles, dont on parlera peut-être tout à l'heure, de blanchiment, aussi des règles en matière d'utilisation des espèces. Je sais que c'est aussi un sujet qui intéresse les Polynésiens et des fois se plaignent qu'on ne peut pas dépenser, mais parce que voilà, on est aussi vigilant à ce qu'il n'y ait pas non plus d'abus et qu'il n'y ait pas de blanchiment à travers ces opérations de paiement en espèces. On en parlera, mais juste avant, j'ai vu que tu voulais réagir, Patrick. Oui, simplement, je pense qu'on a la chance aussi d'avoir plusieurs établissements sur le territoire. Donc, il y a une saine concurrence. C'est-à-dire que nos frais, on les voit au plus juste, à la fois en termes de rentabilité pour nos établissements, mais aussi pour les Polynésiens, pour que ces tarifs soient justes. Et comme Thierry l'a dit, sous l'égide du Haut-Commissariat de l'IOM, on a des accords de modération et on peut noter que sur les 3 dernières années, de nombreux tarifs n'ont absolument pas évolué et ont respecté évidemment cet accord de modération. On a parlé des obligations, on a parlé des frais. Tu penses que toutes ces choses-là sont assez transparentes aujourd'hui par rapport au public? Le public, de toute façon, peut venir vers vous pour se renseigner. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Nos conseillers, ils sont là pour expliquer, entre autres, les frais. Je disais faire du conseil, faire de l'accompagnement, mais aussi expliquer les frais. Nos tarifs, ils sont affichés dans toutes nos agences et ils sont disponibles, évidemment, sur notre site Internet. Mais s'il y a une question, il ne faut pas hésiter à aller voir son conseiller. Bien sûr. Thierry? Oui, j'ajouterais même qu'il y a une totale transparence puisque l'IOM publie tous les 6 mois
un comparatif de tous les tarifs bancaires entre les banques de la place, et y compris par rapport à la métropole. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur le site internet de l'IOM, ça s'appelle l'Observatoire des tarifs bancaires, et vous pourrez comparer tous les tarifs de chaque banque ici, y compris Mara Paiement, toutes les banques qui sont installées, et en comparaison avec la métropole. Donc, vous voyez, une totale transparence, et vous pouvez, en fonction de ça, choisir votre banque. Si vous souhaitez avoir payé peut-être plus cher dans une banque, mais peut-être un service différent, mais vous faites votre choix. Mais il y a une concurrence. Bien sûr, finalement, l'information est disponible à qui veut faire des recherches, un minimum. Mais on parlait de transparence et tu parlais tout à l'heure de blanchiment d'argent. Justement, cette transparence, c'est une nécessité, c'est une obligation pour éviter les blanchiments d'argent. Tu peux nous en parler ? Oui, alors ce sont des règles qui sont internationales, et les banques ici sont soumises comme partout. Et il y a des contrôles qui sont faits, y compris par l'IOM. Oui, c'est quelque chose d'une notion très importante. On sait que malheureusement, il peut y avoir de l'argent qui échappe effectivement à tous des revenus qui échappent et qui devraient normalement être fiscalisés. Donc le territoire a besoin de ces ressources pour des impôts. Donc il faut veiller à ce que cet argent revienne bien au territoire. D'autre part, il y a aussi malheureusement des opérations qui sont issues d'opérations d'activités illicites ou illégales, comme la vente, en ce moment on en parle beaucoup, d'ICE ou d'autres activités illicites. Donc on doit veiller à ce que l'argent qui est déposé dans une banque provienne de sources qui sont légales et que, effectivement, ne pas faciliter le travail de toutes les personnes qui agiraient de façon illégale et qui blanchiraient en remettant dans le circuit bancaire l'argent qui a été issu d'une activité qui n'est pas licite. Alors justement, on l'a déjà dit, on le répétera encore plusieurs fois dans cette émission. N'hésitez pas à vous renseigner directement auprès de vos banques, puisqu'ils sont juste là pour vos conseils. On poursuit avec un incontournable, on passe vraiment du coq à l'âne, les prêts. Quand un particulier en demande un, quelles sont les premières choses que la banque va regarder, Patrick ? Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder en fait la capacité de notre client à rembourser le prêt. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une fois que notre client a payé toutes ses charges, est-ce qu'il a l'argent suffisant par rapport à son revenu pour rembourser son crédit ? Voilà. Alors on regarde quoi ? On regarde le taux d'endettement. C'est-à-dire le taux d'endettement, en fait, c'est la proportion de charges fixes par rapport aux revenus. Alors, on a en tête un tiers de nos revenus qui permet d'assumer ces charges fixes. D'accord, c'est le pourcentage qui est beaucoup répété, c'est 30%. Voilà, c'est le 33%, qui est le pourcentage, je dirais, classique. Et il y a une autre notion qui est importante, c'est finalement, une fois que j'ai payé mes charges fixes, combien il me reste pour vivre. Et ça, c'est en fonction du foyer, c'est-à-dire j'ai un conjoint ou j'ai des enfants. C'est important d'avoir cette notion et on regarde en fait cette capacité qu'ont les clients à rembourser leur crédit. Au-delà de cette capacité de remboursement, il y a bien sûr la stabilité professionnelle. Vous êtes peut-être déjà confronté à ce genre de situation. Vous allez à la banque, vous demandez un prêt et on vous demande directement un CDI, par exemple, pour cette stabilité professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, Thierry, c'est toujours d'actualité, ça joue toujours un rôle clé? Et est-ce qu'on peut finalement expliquer le pourquoi? Alors, c'est aux banquiers qu'il faudrait poser la question, puisque c'est eux qui font les prêts aux particuliers. Mais oui, c'est important pour une banque. On a parlé tout à l'heure, effectivement, de s'assurer de la capacité de la personne à rembourser son prêt. Donc, c'est vrai que si la personne a une activité, un emploi stable, eh bien, on sait que dans la durée, il va pouvoir effectivement garantir ce remboursement. Donc, c'est pour ça que ça reste important. Mais je laisse peut-être les banquiers de donner des détails là-dessus. On se tourne vers toi, du coup, Patrick. Oui, je pense que Thierry a dit le bon mot, c'est la stabilité de l'emploi. Alors, ce n'est pas forcément le CDI, parce que si tu as un CDD dans un organisme, dans une institution, dans une entreprise qui reconduit les CDD ou tu es dans un métier très recherché, finalement, tu as une stabilité de l'emploi. Donc, c'est plutôt la stabilité de l'emploi et derrière la stabilité de la ressource qui va te permettre de rembourser ton prêt, plutôt que le totem du CDI. D'accord. Le CDI n'est pas forcément un totem d'immunité, j'ai envie de dire. Il faut qu'on prenne vraiment en compte toute la situation de la personne en question. Exactement. Et puis, au-delà de la personne, c'est la situation du foyer. Parce que souvent, tu empruntes avec un co-emprunteur, c'est-à-dire avec un conjoint. Donc, on regarde la situation du foyer et pas simplement d'un emprunteur. Thierry, tu voulais réagir? Oui, je voulais rajouter une chose concernant le taux maximum par rapport à ces revenus auxquels les banques peuvent prêter. C'est une règle qui est fixée.
alors pas la Banque de France et par les institutions. En fait, c'est pas pour embêter les gens, c'est simplement pour les protéger. Parce que, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, effectivement, si on endette trop les personnes, eh bien, il ne leur restera plus rien pour vivre ensuite et elles vont se retrouver en difficulté. Donc, en fait, c'est une manière de protéger le public pour lesquels on fixe ces règles-là. Et puis il y a l'inverse du prêt, enfin en tout cas on peut peut-être voir les choses comme ça, je ne sais pas, je me tourne vers toi Patrick, à savoir l'épargne. Comment est-ce que ça peut être vu l'épargne? Plutôt comme une protection contre les aléas économiques, plutôt comme une rente passive, une sécurité? J'aime pas beaucoup le terme de rente passive. Je pense que tu l'as dit, il y a une notion de sécurité, c'est-à-dire d'épargne de précaution. Donc c'est l'épargne qu'on va garder, je dirais, disponible, sur des livrets, sur des placements plutôt à court terme, tu vois, tu t'engages pas trop longtemps. Et ça, c'est de l'épargne de précaution, c'est-à-dire si t'arrive un coup dur. Et puis, tu as plus aussi l'épargne, je dirais, de projet. C'est-à-dire tu vas mettre de l'argent de côté pour un projet à plus ou moins long terme. Par exemple, si tu viens d'acheter une voiture, il faut déjà que tu penses à la voiture que tu vas acheter dans 4, 5 ou 10 ans. Donc, je te conseille de mettre un peu d'argent de côté pour ce projet. Et puis, tu peux penser à plein d'autres projets, des voyages, etc. C'est important. Mais toujours garder une épargne de précaution. Voilà. Il y a quelque chose qui est important, que ce soit dans le prêt ou dans l'épargne, ce sont les taux. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement, Thierry, qu'est-ce qui influe sur ces taux, que ce soit les taux par rapport au crédit, au prêt, ou que ce soit les taux d'épargne? Alors, je voulais déjà apporter une précision. Oui. En Polynésie française, les taux d'intérêt qui sont appliqués aux prêts sont les mêmes qu'en métropole. Donc, ça joue un peu par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la concurrence qui joue ici. Il y a donc 3 banques, mais pour autant, elles se font compétition. Et la preuve, c'est que les taux d'intérêt ne sont pas du tout, comme certains peuvent le dire, excessifs. Au contraire, ils sont au même niveau qu'en métropole. C'était la première chose que je voulais dire. Après, qu'est-ce qui influence les taux? Alors, il y a déjà les taux, ce qu'on appelle le taux directeur, là, notamment nous, l'IOM, le taux auquel nous prêtons banque, qui va déjà être une base de calcul, puisqu'on va leur prêter de l'argent à un certain taux pour qu'elles puissent le reprêter. Donc, ça va être un élément. Mais ensuite, qu'est-ce qui va jouer dans il y a la marge que la banque va prendre, puis il y a le risque aussi. On va mesurer le risque de chaque client. Il y a des clients pour lesquels on va dire il n'y a aucun risque, on ne prend pas une grande marge sur lui. En revanche, il y a des clients, c'est un peu juste, donc on va dire on va se prémunir. Donc il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte dans le taux d'intérêt. Il y a l'assurance aussi qui peut venir s'ajouter. Voilà, donc il y a plusieurs éléments qui viennent jouer. Et en ce moment, on assiste plutôt à une baisse des taux d'intérêt, puisque pour donner un exemple, pour illustrer ce que j'ai dit, aujourd'hui sur les taux à l'habitat, on est aujourd'hui à 3,01% en moyenne. Il y a des gens qui auront plus, il y a des gens qui ont moins, justement, en fonction du risque qu'ils peuvent présenter. Mais on est exactement au même niveau qu'en métropole. Alors, on n'est pas, c'est vrai, on n'est plus au taux d'intérêt qu'on a connu il y a quelques années, qui était autour de 1%. Ça, c'était une période un peu particulière. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on revienne à ces taux-là avant, je ne sais même pas quand. Mais en tout cas, voilà. Donc, aujourd'hui, on est à un niveau de 3%. Ce qui est un taux effectivement tout à fait raisonnable. Il y a un dernier élément, mais qu'on va garder pour une prochaine émission, qui est l'endettement et le surendettement. Comme je viens de le dire, on en parlera plus en longueur, peut-être pour un prochain épisode, mais j'aimerais qu'on puisse terminer finalement sur vos missions d'information en tant que banque. Ça fait aussi partie de vos missions de pouvoir communiquer sur tous ces éléments, toutes ces informations. Oui, je pense qu'il y a un point de départ qu'il faut rappeler. Nous sommes des banques de proximité. Les 3 banques, nous sommes des banques de proximité. Donc l'information, vous pouvez aller les chercher dans nos agences. Alors bien sûr, on a nos sites, Internet, etc. Mais il ne faut pas hésiter à aller voir son conseiller. Il est là pour vous conseiller, comme son nom l'indique, et il est là pour vous accompagner. Ensuite, une banque, elle a aussi une mission, je dirais, d'information et de formation. Nous allons vers différents publics, les jeunes, dans les lycées, dans les études, auprès des étudiants, expliquer ce qu'est la banque, expliquer les services qu'apporte la banque. Et avec la Fédération bancaire française, on va bientôt mettre en place un banquier dans ma classe, c'est-à-dire qu'on ira là dans les collèges parler d'argent, parler comment marche l'argent, les dépenses, le budget, etc. Donc, vous voyez, on a un rôle pédagogique.
L'IOM a aussi des missions comment dire, d'information. On en parlera juste après puisque on va pouvoir terminer sur les frais bancaires, les crédits, les épargnes. Derrière chaque mécanisme, il y a des règles et des responsabilités. Comprendre comment fonctionne l'argent, c'est un peu comme reprendre le pouvoir sur son quotidien et son portefeuille surtout. Pour finir, on a vos questions express avec Vincent Dropsy, professeur à l'UPF qui nous parle de la monnaie et des idées reçues sur l'argent au quotidien, du fonctionnement au système. C'est tout de suite. Yalana, je m'appelle Vincent Dropsy et je suis professeur d'économie à l'Université de la Polynésie française. Il est tentant de croire que la monnaie se limite aux pièces et aux billets qui sont émis par l'IOM, notre banque centrale, l'Institut d'émission d'outre-mer en Polynésie française. Or, la plus grande partie de la monnaie, c'est de la monnaie dite scripturale. En fait, lorsqu'on dépose de l'argent dans une banque, ça devient de la monnaie scripturale. Et ça représente à peu près 760 milliards, c'est-à-dire 25 fois plus que les pièces et les billets. En fait, la création de monnaie, elle vient essentiellement des banques commerciales. Quand elles font des prêts, eh bien, ces banques distribuent de l'argent à des emprunteurs qui l'utilisent pour leur investissement et ensuite qui redéposent cet argent dans d'autres banques. Et chaque banque garde un montant minimal d'environ 10% de précaution pour aider leurs clients et les 90% eh bien, recirculent et se remultiplient. Et par ce procédé, en fait, on crée de la monnaie. Grâce à la technologie et la déréglementation du système bancaire, nous pouvons avoir accès à de nombreux moyens de paiement. Alors évidemment des espèces, mais également des chèques, des cartes de crédit, des cartes de paiement, mais aussi nous avons accès à des instruments financiers pour diversifier nos placements, tels que les actions, les obligations, les produits dérivés, etc., etc., et même récemment les crypto-actifs. Donc évidemment, tout ça, ça rend les choses un petit peu complexes, mais en fait, l'économie n'est pas si compliquée. En fait, les liens entre la monnaie et l'économie sont basés sur des concepts assez simples, l'offre et la demande. En particulier, l'offre de monnaie qui provient des banques centrales contrôle indirectement les taux d'intérêt. Et en contrôlant le taux d'intérêt, eh bien, on peut faire fluctuer l'activité économique et agir sur l'inflation. Par exemple, en 2022, toutes les banques centrales ont fait augmenter leur taux d'intérêt. Pourquoi ? Eh bien, pour réduire les investissements, pour réduire la demande et donc pour réduire les pressions inflationnistes. En 2022, nous avons 8,5% d'inflation, mais l'inflation est très vite retombée à peine 1% les années suivantes. Il est tout à fait possible de bien gérer son argent au quotidien, tout en respectant certaines règles de prudence, suivre ses dépenses, ses recettes, regarder ce qu'on emprunte, combien on doit, etc. Mais dans la plupart des cas, ça peut se passer bien sans vraiment des connaissances approfondies. Par contre, dans le plus long terme, il est quand même utile de bien connaître les bases économiques du fonctionnement du système monétaire et des concepts tels qu'évidemment la monnaie, le crédit, l'inflation, le pouvoir d'achat, pour bien gérer ses disponibilités dans le futur. Par exemple, eh bien, lorsqu'on veut acheter un habitat, une maison, un appartement, un terrain, eh bien, il faut regarder le taux d'intérêt. Est-ce qu'il est élevé, pas élevé? Il faut le comparer à l'inflation, il faut le comparer à l'augmentation des prix de l'immobilier, etc., etc. Et prendre les bonnes décisions qui sont basées évidemment sur une certaine bonne connaissance du système monétaire et bancaire. Vous avez l'habitude, les meilleurs sites internet pour vous aider et vous guider par rapport au sujet d'aujourd'hui, justement. On commence avec mesquestionsdargent.fr pour mieux gérer de façon concrète et ludique ses finances personnelles, le budget, les comptes bancaires, les moyens de paiement, l'épargne, le crédit et récemment les soldes. Et oui, il y a eu justement un article sur les soldes. Ça tombe bien, on en a parlé nous-mêmes sur Manava récemment. Vos replays sont sur TNTV Replay ou sur YouTube, la boucle est bouclée. Et puis on termine avec ieom.fr, c'est le site de prédilection. Si vous voulez vous renseigner, vous avez accès à plusieurs onglets pour vous aider, comme les services aux entreprises, la stratégie nationale d'éducation économique, budgétaire et financière des publics, EducFi.
qui vise à renforcer des compétences financières. Et ça nous permet de rebondir sur la dernière question que je posais à Patrick. Thierry, il y a donc des missions d'information au sein de l'IOM. Oui, tout à fait, parce que parmi les missions de l'IOM, nous avons une grosse mission qui concerne le surendettement des ménages, donc à la fois le traitement, donc les personnes qui sont arrivées malheureusement à un stade où ils n'arrivent pas à rembourser leurs dettes peuvent déposer un dossier chez nous qu'on va traiter, mais il y a également un volet prévention du surendettement pour éviter que les personnes tombent dans cette situation. Et donc, en fait, nous, depuis quelques années, nous intervenons auprès des collèges, des lycées, mais également du grand public sur comment gérer son budget. Et nous intervenons souvent et nous avons comme ça aussi des partenaires qui sont l'éducation nationale. Ce sont les professeurs qui forment les élèves grâce au support que nous leur donnons. Et justement, n'hésitez pas à faire un tour du côté de Vincent Dropsy, qui est professeur à l'UPF. Vous avez des informations sur le site upf.pf. C'est déjà la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu aiguillé. Merci beaucoup Thierry d'être venu nous avoir parlé. Et merci beaucoup Patrick de nous avoir apporté ces informations. Passez une excellente soirée sur TNTV. Bon appétit si vous êtes à table. N'oubliez pas votre VAT à 18h. Maururi totato farerir a trahoma parhana.